Vous êtes au 13h de BF1. Plus de doute ni d'hypothèse, le capitaine Ibrahim Traoré va conduire la transition au Burkina Faso avant que l'ordre constitutionnel normal ne soit rétabli. Il a été désigné à l'unanimité par les forces vives de la nation réunies aux assises hier vendredi. La charte a été signée. Le président de la transition doit former un gouvernement de 25 membres dans les tout prochains jours. Les derniers détails de ces assises sont à voir dans un instant. Dans ce 13h également, retour sur cette scène qui a failli décolorer la tenue des assises nationales avec le président du CDP, des manifestants qui menaçaient Edi Komboigo d'avoir tenu des propos discourtois à leur endroit. Ils voulaient en découdre avec lui. L'indexé a donné sa version des faits. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur nos antennes. Le capitaine Ibrahim Traoré devra conduire la transition au Burkina Faso pendant 21 mois. En tant que président, il a été désigné ainsi à l'issue des assises nationales tenues hier vendredi. Le chef de l'État doit composer avec une équipe de 25 membres pour le gouvernement de la transition et 71 pour l'Assemblée législative. Il faut savoir également que les élections présidentielles interviendront en juillet 2024, comme l'avait souhaité la CEDEAO. Plus d'explications, Archimède Boy. C'est fait. Le capitaine Ibrahim Traoré est désigné président de la transition. Il met son sceau à la charte qui servira de boussole au pays pour les 21 mois à venir. S'il est vrai que la rue le réclamait, pour Clément Sawadogo de l'ex-majorité présidentielle, ces manifestations n'ont aucunement influencé son choix du nouvel homme fort. En ce qui nous concerne, nous étions venus avec une position qui était conforme à celle que la rue aussi réclamait. Donc, moi, je ne considère pas qu'elle m'a influencé. C'est mon propre raisonnement, ma propre analyse qui me conduisait à dire qu'il faut que ce soit comme ça. Voilà. Mais admettons tout de même que les manifestants ont certainement influencé et l'opinion et nombre des participants. Ça aussi, il faut le reconnaître de manière scientifique. L'Assemblée législative de transition est maintenue avec 71 membres au lieu de 51 initialement prévus. Et ces membres ne percevront pas de salaire, mais plutôt des frais de session. Edi Komboigo, président de l'ex-opposition CEFOP, donne les raisons qui ont prévalu au maintien de ce nombre. Vous savez que notre population est composée de plusieurs composantes. Je veux dire, il y a des politiques, il y a des personnes, même dites handicapées, que l'on a pensé qu'ils ne doivent pas pouvoir participer. Ça a été revu et l'essentiel, c'est de faire participer tous ceux qui peuvent apporter quelque chose de plus dans les votes des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Dans cette sphère de décision, la diaspora n'a pas été oubliée, se réjouit Rachid Bari, consul honoraire du Burkina à Houston, aux États-Unis. On a souhaité quand même que la diaspora soit, par exemple, représentée au niveau de l'ALT, pour quand même pouvoir défendre aussi les intérêts de la diaspora, mais défendre aussi un ensemble d'intérêts aussi qui touchent aussi au Burkina Faso. Ça a été accordé. On aura un représentant sur pratiquement des millions de Burkinabés qui vivent à l'extérieur. Et ce représentant aussi, ce n'est pas la diaspora qui va choisir, mais ce sera le président lui-même qui va choisir. Par ailleurs, le prochain gouvernement attendu sur le terrain de la lutte contre le terrorisme comptera 25 membres. Hier, pendant que les assises nationales se tenaient à la salle des banquets de Ouaga 2000, Edi Komboigo, président, était en tout cas présent dans l'Assemblée et il a été obligé de se réfugier dans un restaurant à quelques pas où se tenait cette rencontre. Le président du CDP a reçu des menaces de la part des manifestants se réclamant pro-russe. Ces derniers lui reprochent d'avoir tenu des propos disgracieux et désobligeants à leur endroit, chose que l'indexé réfute catégoriquement. Il dit même être surpris de ces attitudes, car n'ayant pas eu d'échange direct avec ces manifestants. Pour la suite, je vous propose d'écouter Edi Komboigo lui-même. Nous
Nous avons fait une pause à la mi-journée, vers midi 30, pour permettre aux musulmans de prier, certains d'aller déjeuner. Et je suis allé pour déjeuner à la Perle. J'ai été accompagné par les jeunes, certains faisaient des photos et je suis rentré et j'ai commandé à déjeuner et je pense que quelque part on a dû donner une information que j'étais dans la salle et les jeunes ont commencé à venir un à un, et ça s'amassait. Je pense que les policiers, les gendarmes ont constaté l'attroupement et se sont approchés pour voir. Et après, moi-même, ils sont rentrés vers moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent non. Ils demandent d'arrêter les assises et de proclamer le président Ibrahim Traoré président du Faso. Et j'ai dit non, mais les assises vont aller dans ce sens. Donc, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Alors, comme ils continuaient à s'amasser, je crois que les gendarmes et les policiers ont trouvé que c'était risqué. Ils ont exfiltré. C'est tout. J'ai vu qu'à gauche ou à droite, on disait que Eddy a mal parlé. Il n'y a même pas eu d'échange en tant que tel. Je marchais, puis il faisait des photos. Je disais, il n'y a pas eu d'échange pour qu'on puisse se donner des diatribes ou des injures. Non, ça ne ressemble pas du tout. Et dans ce contexte de crise sociopolitique au Burkina Faso, où on enregistre des milliers de personnes déplacées internes qui ont perdu goût à la vie pour certains, en voilà une histoire qui emmène chacun à plus d'humanisme et de solidarité. C'est l'histoire d'une fille née le 15 octobre 1987, jour de l'assassinat de Thomas Sankara, un anniversaire qui devait être joyeux, mais à cause du drame, cette fille ne fait pas comme les autres une manière de témoigner son attachement au père de la Révolution. C'est le journaliste Jean-Philippe Tougouma qui est l'auteur de ce roman titré Sankara, le conclave des héritiers. Qu'est-ce qui a justement justifié la rédaction de cet essai? Justin Monteau nous le relate. Les écritures ne cessent d'aborder l'histoire Thomas Sankara. Cette fois-ci, c'est le journaliste et auteur Jean-Philippe Tougouma qui nous présente son roman titré Sankara, le conclave des héritiers. Un roman de 180 pages sorti en février et mars 2022. L'ouvrage fait une entrée dans l'univers des sankaristes. Dans l'ouvrage qui fait 180 pages, c'est une dame qui s'appelle Marguerite comme la maman de Sankara, qui est née le jeudi 15 octobre 1987 à 16h30, comme elle-même elle le dit, au moment où le capitaine Sankara et 12 de ses compagnons tombaient au Conseil de l'Entente. La jeune fille a 15 ans en 2002, quand elle est admise au baccalauréat avec une très bonne mention. Et ses parents disent, bon, ils allaient attendre le début de l'année scolaire pour faire en même temps l'arrosage et puis la fête anniversaire. À leur surprise, le 15 octobre, la jeune fille refuse l'anniversaire, protestant qu'elle ne peut pas être en train de danser, alors que quelque part à Dagnoé, les gens sont en train de pleurer. Cette jeune fille a ensuite créé un site web pour fédérer et retrouver tous ceux qui sont nés un 15 octobre 1987. Ce roman, Sankara, le conclave des héritiers, est une intrusion dans l'univers de ceux et celles qui se revendiquent de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Il reste pour moi l'éveilleur de conscience du peuple burkinabé. C'est celui qui a mis les Burkinabés sur un piédestal, même niveau que les autres. Et fait Sankara, c'est que tous ceux qui ne l'ont pas connu, ils le portent en eux aujourd'hui comme une forme de bénédiction. Cette œuvre littéraire de Jean-Philippe Tougouma est bâtie sur une rencontre de jeunes hommes et femmes nés le jeudi 15 octobre 1987, date de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, leader de la révolution démocratique et populaire. L'ouvrage est particulier selon l'auteur. La plupart des ouvrages sur Sankara restent dans le domaine de l'essai. Ici, ça fait vraiment la part des choses. Là, ça m'a donné plus de liberté rédactionnelle. La différence entre cet ouvrage littéraire et les autres vient du fait que c'est l'auteur lui-même qui prend l'entière responsabilité. Avec l'histoire de ce roman, l'on se demande si l'héritage de Thomas Sankara a été mal géré. Ailleurs, d'autres utilisent les idées de Thomas Sankara comme moteur de développement. Dans toutes nos contrées aujourd'hui, tous les laissés pour compte de tous les systèmes se revendiquent du sankarisme. Ça, c'est peut-être théorique. Mais ailleurs, vous voyez le président rwandais, le général Kagame, qui dit
lui, il est arrivé au pouvoir, il a trouvé les idées de quelqu'un qui est à pratiquement 8000 km de Kigali. Et à partir de ces idées, des idées de ce monsieur-là, que lui, il fonctionne. Et quand vous regardez aussi, au plan politique, Kagame est l'un des rares présidents à qui on ne conteste pas 3e ou 4e mandat. Il y a comme une forme de fusion. Je veux dire quand même que l'idéal Sankara peut toujours fonctionner, mais à condition qu'il s'applique à soi-même d'abord. Ce ne sera pas comme la parole biblique où on dit « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ici, ce serait « faisons ce que je dis » ensemble. Le roman Sankara, le conclave des héritiers, est préfacé par Yacouba Traoré. Outre ce roman, Jean-Philippe Tougouma a aussi écrit des ouvrages sur Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Roch-Marc Christian Kaboré, entre autres. Je vous donne maintenant ces chiffres. 22%, c'est le taux de représentativité des personnes atteintes de maladies mentales dans les zones à fort défi sécuritaire dans le monde. Et au Burkina Faso, au moins 33% des enfants et adolescents ayant été victimes d'actes terroristes manquent de soutien psychologique. Cela signifie clairement que dans ces zones où les conflits armés sont répétitifs, des hommes, des femmes et enfants perdent très facilement l'usage de la matière grise. Problème également, dans ces zones, il y a moins de structures de prise en charge. Alors, pour y remédier, des plaidoyers sont formulés lors d'une conférence publique. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Abdoulaziz Sarré. Selon les estimations de Human Rights Watch, environ 22% des personnes vivant dans les zones affectées par les conflits armés sont atteintes de maladies mentales, contre 13% dans la population générale. Des chiffres qui montrent à quel point les violences traumatisent les populations des zones impactées. Pourtant, les services de prise en charge psychologique sont souvent insuffisants dans ces zones à fort défi sécuritaire. Au Burkina Faso, par exemple, plus de 33% des enfants et adolescents victimes d'actes terroristes ont actuellement besoin de soutien psychologique, selon le ministère de la Santé. Il faut donc agir et le plaidoyer est fait à cette conférence publique afin que la santé mentale et le bien-être pour tous soient une priorité globale. On a l'impression que tous les événements qui se passent n'impactent pas les individus. Mais ces événements ont des conséquences sur les individus. Peut-être que ces conséquences ne sont pas nécessairement visibles aujourd'hui, mais le seront demain, après-demain. D'où la nécessité qu'on s'intéresse véritablement. Les individus doivent être utiles à eux-mêmes et à la société. Ça nécessite donc qu'ils puissent jouir d'une bonne santé physique, mais aussi d'une bonne santé mentale. Donc les autorités sont interpellées pour développer une vraie politique en matière de santé mentale pour le bonheur donc, de la société et des individus. Le ministère de la Santé, présent dans la salle, prend bonne note des doléances formulées et rassure en ce qui concerne les actions qui se mènent déjà sur le terrain dans le cadre de la prise en charge psychologique des populations. Donc dans toutes les régions du Burkina, il y a des services, au niveau des CHR, il y a des services de santé mentale et dans plusieurs districts, il y a également des spécialistes en santé mentale. Mais en plus de cela, on outille les agents de santé non spécialistes en santé mentale pour qu'ils apprennent à reconnaître donc, la souffrance psychologique, à offrir des premiers soins et également à orienter les malades pour qu'ils aient une meilleure prise en charge de leurs troubles mentaux. Cette conférence publique est une initiative de l'Association burkinabé des étudiants en psychologie en collaboration avec un consortium d'ONG. Elle constitue une des activités commémoratives de la Journée mondiale de la santé mentale. L'objectif que nous avons jugé aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation actuelle de la santé mentale. Que la santé mentale, au fait, c'est un problème de tous et qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé publique, nous, on considère qu'à notre niveau, on voit que c'est comme si la question de la santé mentale, elle est négligée. La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée tous les 10 octobre. Elle est une occasion d'appeler à plus d'engagement pour la reconnaissance de l'importance de la santé mentale et la facilitation de l'accès aux soins. L'École nationale des eaux et forêts et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel entendent coaliser leurs actions pour amener les industries à réduire les rejets de pollution dans la nature, et cela passe par l'approche test, une nouvelle technologie écologique pour mieux faire découvrir justement cet outil aux entreprises.
Une formation a été organisée au profit des responsables des industries de Bobo Dioulasso. C'était le jeudi dernier. Compte rendu, Majid Bakouan. Des responsables des sociétés industrielles de Bobo Dioulasso à l'école de la technologie écologique rationnelle, une méthodologie qui accompagne les industries dans l'autonomisation de leurs coûts de production en consommation de matières premières. Une approche mise en œuvre au Burkina Faso par l'École nationale des eaux et forêts en collaboration avec l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'école, à travers sa direction du partenariat, a pu vraiment tisser une collaboration avec l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et qui nous accompagne à travers une approche innovante. Il s'agit effectivement d'accompagner les unités industrielles à réduire leur consommation en eau, en énergie. En retour, pour le compte de l'environnement, c'est aussi réduire les rejets de polluants dans nos eaux. Nous pensons qu'à travers cet accompagnement, en tout cas les jours à venir, l'école pourra jouer sa partition pour que nos eaux soient moins polluées. 4 communications en rapport avec cette nouvelle approche ont été développées au cours de la formation. C'est une approche qui allie plusieurs outils pour permettre aux unités de faire d'abord leur diagnostic pour voir un peu où est-ce que ces unités perdent en termes de ressources et quelles sont les étapes, la démarche pour réduire ces ressources-là, la consommation de ces ressources. Donc, les communications vont permettre de comprendre le champ d'application de l'outil et les concerner, les éléments qu'il faut regrouper pour pouvoir implémenter ces outils. Bobo Dioulasso est la première commune à bénéficier de ce programme écologique. Dans les années à venir, il devrait couvrir le territoire national, selon les responsables de l'École nationale des eaux et forêts. À l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement, l'entrée académique 2022-2023 est lancée. Au moins 1000 étudiants ont été inscrits en présentiel ou en ligne. Ces apprenants ont été présentés solennellement par les responsables de l'établissement, un exercice qui est devenu une tradition. Hassan Kolitamné a suivi pour nous. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement 2IE accueille ses nouveaux étudiants. Pour cette année académique 2022-2023, ils sont 382 étudiants en présentiel et 600 apprenants en ligne. Les étudiants, comme chaque année, sont venus d'une vingtaine de pays africains dont le Togo, le Kenya, le Mozambique et la Guinée. En quête de savoir-faire, ils ont choisi cet institut reconnu internationalement pour la qualité de sa formation. Ces nouveaux étudiants espèrent à la fin de leur cursus universitaire acquérir des qualifications à même de faciliter leur intégration professionnelle. Bon, déjà, ça montre une particularité, voilà, une attention venant de l'école vis-à-vis des étudiants nouveaux que nous sommes. Et nous tenons déjà à remercier l'administration pour cette cérémonie d'accueil. Bon, déjà, valoriser l'excellence et puis le travail, voilà. Et puis sortir ingénieur de DSIE, bon, étant un centre d'excellence, nous pensons que ça fait une marque de plus à notre parcours. Cette cérémonie est devenue une tradition au sein de l'Institut. Elle est utile pour inculquer les valeurs de l'institution aux nouveaux venus. Nous sommes un centre d'excellence, mais aussi l'excellence, c'est la rigueur, mais aussi c'est la discipline. C'est-à-dire tout simplement de leur demander de travailler sans relâche. Donc vraiment avec abnégation, mais aussi surtout d'être persévérant. Persévérant parce que tout simplement on a dit difficile est le chemin et je leur ai dit qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à de la facilité parce que ça n'existe pas dans ce monde-là et qu'ils devront travailler dur pour pouvoir devenir des ressources humaines de qualité capables de porter les projets de développement de notre cher continent qui est l'Afrique. La formation à DSIE est composée du diplôme d'ingénieur Bac plus 5, du diplôme de bachelor en ingénierie Bac plus 3 et de classe préparatoire aux grandes écoles et d'une formation doctorale internationale. Du sport, pour terminer ce journal, l'AS Sonabel redoutait le match en retard de la 3e journée qui l'opposait à l'AS Police au stade municipal. Un match remporté par Royal FC de Bobo Dioulasso sur un score de 4-0. Et un match en retard donc, de la 3e journée, les électriciens sont venus à bout de l'AS Police 2-0. Madi Zongo, Arsène Konitamné. Chat échaudé a peur de l'eau froide. Après la lourde défaite face à Royal FC le 9 octobre à Bobo Dioulasso,
l'AS Sonabel redoutait le match en retard de la 3e journée, le 11 octobre, contre l'AS Police. Aujourd'hui, il fallait rebondir, mais c'était encore plus mental. Si vous avez remarqué, arrivé un moment, on sautait les lignes. Je répète, on sautait les lignes parce qu'on avait un peu peur. Mais l'entame sera parfaite pour les électriciens, avec cette belle réalisation de Ben Adama Diabaté à la 6e minute. Un but qui est venu soulager Drissa Ouedraogo, qui dit avoir retrouvé son équipe. J'ai retrouvé mon équipe, même si par moments on sautait les lignes. Malgré ce handicap, l'AS Police ne s'avoue pas vaincue. La tête pensante de l'équipe jette tous ses atouts offensifs sur le terrain. Il fallait maintenant jeter les atouts offensifs pour pouvoir revenir au score. Ce qui n'a pas marché, voilà, et on prend un autre but. Donc c'était vraiment difficile pour nous. Les flics rendent définitivement les armes sur une tête de Abdoul Salam Bansé à la réception d'un corner. Pour le coach Julien Yameogo, ces hommes se sont mis tous seuls en danger. On s'est mis en danger nous-mêmes. Voilà, il y a beaucoup de pertes de balles dans notre propre moitié du terrain. Et donc moi, je pense que ça, c'est un non-match pour nous. Hein. Voilà, c'est un non-match pour nous. Nous allons nous remobiliser, voilà, pour aborder les prochains matchs. Pour la 5e journée, l'AS Police reçoit Vitesse FC de Bobo Dioulasso et l'AS Sonabel se rend à Koudougou pour défier la SEC. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci d'être restés avec nous tout au long de cette semaine. De lundi à 13h, une équipe s'installera ici même pour vous donner d'autres nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. Restez toujours avec nous. Je vous retrouve très bientôt pour notre programme.